bien. On met l'enregistrement du dialogue entre nous et puis l'épisode sera visible du coup à la fin du MOOC. En fait, tous les épisodes seront en ligne sur YouTube une fois que le MOOC sera terminé. Voilà. Alors peut-être qu'on a envie d'avoir quelques retours un peu comme ça spontanés après avoir visionné l'épisode. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un a envie parmi nos invités ce soir, a envie de partager spontanément. Je crois qu'il y a déjà un débat hyper intéressant qui est né sur le chat. Sur justement, si j'ai bien compris, hein, et si je ne me trompe pas, parce que pour des raisons pratiques, je suis beaucoup plus investie dans les études de médecine que les soins infirmiers. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est observé que quand même, justement, dans la pratique infirmière, cette notion du care était beaucoup plus consubstantielle. Et je trouve que, en tout cas, en parler en tant que médecin, je trouve que c'est un écueil parce que je pense que pendant longtemps aussi, dans une approche un peu paternaliste médicale, on se disait c'est les infirmières qui font le care et les médecins qui font le cure, alors que je pense qu'il faut que ce soit mêlé au sein de chaque soignant dans les fonctions différenciées qu'ils exercent. Et ce que j'ai entendu parler des étudiants, de la voix des étudiants infirmiers que je peux rencontrer à l'hôpital et tout ça, c'est que il n'y a pas beaucoup de temps, en fait. Et les infirmières, alors, même si je travaille en psychiatrie, donc c'est un environnement qui est très particulier, mais quand même, je trouve que les infirmiers se plaignent de plus en plus de ne pas avoir suffisamment de temps, en fait, pour être à l'écoute des patients face aux contraintes économiques, temporelles. Et lorsqu'ils sont en formation, ils ont beaucoup de missions. Et du coup, les personnes qui les accompagnent ont l'air d'avoir moins de temps et d'espace pour le faire eux-mêmes et pour les accompagner sur ces aspects-là. Et j'avais aussi entendu, et c'est ce qui se disait aussi dans le chat, qu'il y avait une orientation qui était assez délibérément plus technique de ces aspects-là. Et je ne sais pas si Jordan sera d'accord, mais je trouve qu'en psychiatrie, les infirmiers qu'on voit arriver, les jeunes infirmiers, souvent, ils ont une formation technique, scientifique qui est très au taquet, qui est bien souvent beaucoup plus avancée que nous, d'ailleurs. Mais que sur le plan beaucoup plus psychique, travail, métabolisation dont on parlait tout à l'heure, il y a tout un tissage qui doit se créer. Mario, justement, oui, tu as raison. Et si je reprends le fil de la conversation, j'avais l'impression que ce qui était en train de s'expliquer, c'était un chemin inverse. Oui. Comme si nous, les médecins, pendant des années, on n'avait parlé que du cure et on découvrait sur le tard le care. Et que dans les IFSI, ils faisaient le chemin inverse. Ouais. Et qu'avant, comme justement, peut-être aussi ça rejoint des problèmes systémiques à l'hôpital de moins de temps, du rendement, de la technicité, l'HDJ, hop, tout de suite, on fait la chimio, c'est fini, etc. Et qui laisse beaucoup moins de temps tout court. Et donc, évidemment, quand il y a moins de temps, on se concentre sur ce qui faussement paraît l'essentiel, donc le cure. Et ça donne cet écueil-là, très étrange, alors que les médecins, on découvre le care, les aides-soignants, les infirmiers, le paramédical sont peut-être en train de le perdre un peu dans la transmission et les études. C'est vraiment étonnant. Pascal et Jean-Loup, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais rebondir parce que ça me parle beaucoup et je pense que le point commun à tout ça, au fait que les infirmières perdent le care et nous, on le découvre, c'est qu'il y a, à mon avis, un gros enjeu pour les soignants à l'heure actuelle. C'est de retrouver leur puissance, j'allais dire leur royauté, mais à l'heure actuelle, on a un peu remis notre pouvoir au monde financier, à l'administratif, à
à beaucoup qui ont une utilité. On ne va pas en disconvenir. Mais par contre, je pense qu'à l'heure actuelle, la sphère s'est complètement inversée. Et je pense que le monde financier, administratif devrait être au service du soin. Et à l'heure actuelle, ce n'est plus du tout le cas. Et je pense que les soignants ont une responsabilité aujourd'hui, c'est que on doit remettre ça au cœur du soin, puisque le soin est un véritable et vraiment quelque chose qui... Et si je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer la méditation et dans mon parcours, je suis passée par l'école de la posture juste où j'enseigne. Aujourd'hui, je pense vraiment que nous avons sociétalement un gros enjeu. Merci. Jean-Loup, tu veux ajouter quelque chose? Dans la continuité de ce que vient de dire Pascal, bon, il y a plein de choses à dire sur ce que vous nous avez présenté, que je trouve magnifique. Mais dans la continuité de ce que vient de dire Pascal, quand on parle de prendre soin, il me semble qu'il y a aussi prendre soin de l'institution, effectivement, et que c'est quelque chose... Parce que je ne sais plus qui, à un moment, parle du stress de l'étudiant en médecine en réanimation, certes, mais ça a toujours existé. Et moi, quand j'ai fait mes études, il me semble qu'il y avait beaucoup moins de burn-out. Pourtant, le stress de la souffrance de l'autre, il existait déjà. Je pense qu'il y a une part de fonctionnement de l'institution, de soumission à certaines règles capitalistiques qui font que ça accroît probablement la souffrance des étudiants et des médecins, pas seulement des étudiants, et de tous les soignants d'ailleurs. Et je pense là, j'interviens en tant que dirigeant parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais les modes de gouvernance, la gouvernance partagée, c'est quelque chose de très important à mettre en place. Et j'espère qu'un certain nombre de gens responsables sont capables d'infléchir ce mouvement de, effectivement, rentabilité, économie, gestion. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Merci. Merci. Peut-être par simplicité, on vous propose de mettre les questions dans le chat et je ne sais pas, Agnès voulait peut-être poser la question, savoir s'il y avait des éléments d'ordre idéologique peut-être là-dessous, si je comprends bien, entre voilà, le CARE et une vision plus transhumaniste. Je ne sais pas si vous partagez cette vision ou pas. Pour moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi je suis infirmière et je pense vraiment que la profession est vraiment en grande souffrance. Ça s'est beaucoup accentué effectivement avec cette histoire de confinement, d'une part. Et après, mon expérience, c'est assez intéressant pour moi de voir Jean-Loup Cartier parce que j'ai vécu à Gap et que je le connais, de voir Pascal Frère que j'ai rencontré à Bruxelles chez Thierry Janssen et Margot que j'ai rencontrée l'année dernière à Isaria. Donc, c'est vraiment chouette de voir toutes ces personnes réunies de tous ces horizons. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux médecines aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux de voir c'est vous, là, cette jeunesse qui portait cette méditation. C'est vraiment un grand, grand bonheur. Et à côté, il y a aussi toute une médecine extrêmement protocolaire et déshumanisée. Et c'est clair que c'est devenu très, très compliqué pour un certain nombre d'entre nous de participer à ça. D'une part parce qu'il y a peu de collaboration avec les médecins, qui reste quand même un système de hiérarchie très important dans les hôpitaux, dans les services. Alors, à domicile, on arrive à travailler en collaboration, mais voilà, je pense que dans les services hospitaliers, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis après, il y a aussi des médecins qui sont devenus,
qui portent des protocoles et qui travaillent avec des protocoles. Et c'est triste, hein, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il faut rentrer dans des cases et les patients nous le racontent, ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Agnès, merci d'avoir pris la parole. Peut-être justement, en tout cas, ça m'amène aussi à préciser un petit peu une intention ou le cadre en fait qu'on a aussi voulu explorer, parce que c'est un très vaste sujet. C'était plus le regard de mêler en fait la pratique méditative avec le care, avec le prendre soin, et de relier en fait ces deux dimensions. Souvent, la méditation, et on l'a vu dans l'épisode 1-2, elle est mise en lumière pour tout ce qui va attrait à la réduction du stress, de l'anxiété, du burn-out, etc. Mais en réalité, il y a des valeurs beaucoup plus fondamentales, sous-jacentes. Et voilà, dans notre idée, dans la manière dont on le concevait, il y avait vraiment cette reliance à la philosophie, aux éthiques du care et au sens profond du soin, sans pouvoir, bien sûr, rentrer dans tout le détail voilà, des difficultés institutionnelles qui sont réelles et qui sont source de grandes souffrances aujourd'hui. Mais en même temps, je précise ça pour ceux qui souhaiteraient qu'on étaye un peu plus sur cet aspect des problématiques institutionnelles, et en même temps, voilà, c'est pas complètement le sujet du MOOC ce soir, voilà, juste pour recontextualiser. Du coup, moi, j'avais peut-être une question pour vous tous, et peut-être aussi pour Florence. Comment, en fait, voilà, il y a vraiment quand même cette question permanente, et vous l'avez nommée en parlant de réflexivité, de soignant-soigné. En fait, on rentre en lien avec la vulnérabilité de l'autre parce qu'on se connecte aussi à sa propre vulnérabilité d'être humain. Et ça, peut-être, à travers la technique, c'est quelque chose qu'on a oublié, en tout cas mis un petit peu en backup. Et moi, voilà, j'aurais cette question de comment est-ce que, finalement, dans la posture de soignant que vous êtes, pour certains méditants, pour certains aussi ayant été touchés comme patients, voilà, comme Florence, tu l'as partagé tout à l'heure, comment cette pratique, elle peut soutenir à la fois la posture de soignant et à la fois la posture de soigné. Voilà. Ça, c'est une super question. Je crois qu'en fait, au travers de la méditation, il y a quelque chose, en fait, dans mon expérience qui a été fondamental, qui a été de créer un espace. Et de créer l'espace, en fait, déjà pour accueillir sa propre vulnérabilité, accueillir ses souffrances, savoir les entendre. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, quelque chose qu'on n'envisage pas nécessairement. Et au-delà de créer cet espace, de vraiment arriver à les embrasser, à faire cette espèce de holding, comme dit Winnicott quand il parle en fait de prendre les enfants dans les bras, d'arriver en fait à prendre ses souffrances et arriver en fait à se tenir pour justement continuer à aller avec soi. Et je crois que ça, pour moi, ça a été fondamental. Je ne pouvais pas accueillir la souffrance de l'autre tant que je n'avais pas accueilli la mienne. Et tant que je n'avais pas réussi en fait à créer cet espace vraiment de silence où on peut accueillir, parce que finalement, souvent on veut parler, nous en tant que médecin, on veut trouver des solutions, on veut guérir, on veut aider. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important que cet espace de silence où on peut vraiment déposer, juste déposer les peines, offrir à l'autre cet espace pour lui permettre d'être ce qu'il est. Et ça, moi, c'est ce que la méditation m'a apporté. Trouver ce silence, trouver cet espace, créer cet espace d'abord pour moi. Et ensuite, ça change complètement la position en fait, de soignant. On arrive peut-être probablement beaucoup plus à apporter et à être ça pour l'autre. Voilà. Merci Florence. Jean-Loup, tu veux... Ah, la connexion à Sophie. Oui, pour répondre à ta question, désolé de la petite digression de tout à l'heure. Déjà, je voudrais préciser que même en chirurgie, même quand on est chirurgien du genou, si on ne voit pas l'autre dans sa globalité, on peut pas. Enfin, forcément, il y a des moments où ça marche pas. Même si c'est quelque chose de parfaitement évident sur le plan technique, sur le plan de la science expérimentale de Claude Bernard, il faut vraiment intégrer l'humain dans le soin, même en chirurgie, et c'est très important. Et c'est ce que la méditation m'a apporté. Comme je dis, ça fait très longtemps que je médite et
cette capacité aussi à voir, comme cela a été dit, que parfois, moi, je ne suis pas en phase avec la personne en face de moi, et que si moi, je ne suis pas en phase, si ça ne passe pas, ça ne se passera pas bien. Et c'est vrai que même une opération banale peut mal se passer si la connexion humaine, la connexion entre les... si le partage ne se fait pas comme il faut. Ça, je vais pu l'observer. Et la méditation m'a permis de prendre ce recul, de mettre cet espace, de prendre la distance, de dire, tiens, aujourd'hui, tu vois que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dire, bon, écoutez, monsieur ou madame, on va se revoir une prochaine fois. Et souvent, la prochaine fois, ben, il y a autre chose qui se passe et ça permet de faire avancer les choses. Et tout ça, c'est important. Et de même, ça m'a aussi permis d'être capable de dire « je ne sais pas ». Et ce n'est pas facile, surtout quand on doit poser une indication opératoire, c'est-à-dire « je vais vous opérer ou pas », de savoir dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est quelque chose de capital. Et je voudrais dire que je pense que parmi les soignants, c'est sûrement les chirurgiens qui auraient le plus besoin de faire de la méditation et de prendre ce recul. Merci. Merci Jean-Loup et merci pour ta digression, justement, c'est très précieux. Aujourd'hui, l'intention, c'était aussi que tu sois là avec cette représentation de chef comment tu dis, de PDG, je crois que tu dis ça dans la présentation, voilà, institutionnelle. Donc, non, merci beaucoup. Jordan, peut-être avait l'intention de... Oui, sur cette question de soignant-soigné, ben déjà, je pense que ça peut rejoindre un peu ce que disait Jean-Loup. Je pense qu'il y a quelque chose et d'ailleurs qui est évoqué dans ce qu'on vient de visionner, sur la question de l'incertitude et d'accepter en soi cette question de ne pas savoir, de même pouvoir la partager avec les patients et d'être donc d'emblée dans quelque chose de beaucoup plus collaboratif, horizontal. Et ça, je pense qu'en effet, ça nécessite une posture avec soi qu'on peut trouver dans la méditation, parce que ça rejoint aussi la capacité alors, tout à l'heure, je crois que c'est Florence qui disait de l'accueil, mais pour moi, c'est vraiment la question de la rencontre. Est-ce qu'on arrive à se faire en sorte qu'une rencontre advienne avec l'autre? Et donc, ça passe principalement par s'écouter, écouter et s'écouter écoutant, sans doute, mais aussi par le fait de nécessairement être dans une rencontre intersubjective. C'est-à-dire, je rencontre une personne en tant qu'une autre personne. Je crois que c'est Marie-Aude qui citait Karl Jaspers dans ce qu'on a vu, mais c'est vraiment ça. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on va même partager et comment on va faire ce chemin ensemble. Et ça, je pense qu'en effet, quand l'expérience de la méditation peut l'apporter, on peut peut-être le trouver par d'autres biais, mais c'est vraiment quelque chose qu'en tout cas, on ne trouve pas dans les études et qu'on n'apprend pas. Et je pense qu'une part de la souffrance des soignants vient de cette absence d'apprentissage de toute cette dimension, qui est en fait sans doute la dimension la plus riche et la plus belle, en tout cas pour moi, de la pratique médicale, mais qui peut être un enfer si on n'a pas de posture réflexive et si on n'apprend pas et si on ne sait pas lire en soi, s'écouter et comprendre ce qui est en train de se passer. Oui, très important. Je ne sais pas si peut-être Pascal et moi me vient en écho peut-être que ce soit le livre ou l'accompagnement des structures et des soignants, ou d'autres choses qui font écho. J'ai pas tout à fait entendu en fait. Oui, je ne sais pas si je pense qu'il y a plein de choses que vous avez à dire là-dessus, mais moi me viennent peut-être le livre, les retours du livre et des accompagnements que vous faites aussi auprès des soignants pour accompagner quelque part cette transition vers plus de care, de ce que j'en comprends. Oui, mais moi je vais dire que je suis tout à fait d'accord avec, je crois que c'est Florence qui a parlé que la méditation lui avait ouvert un espace et c'est vraiment cet espace de compassion que moi j'ai trouvé, de la compassion pour moi. Et ça a tellement transformé la manière avec laquelle j'exerçais mon métier qu'effectivement, c'est quelque chose de très important pour moi aujourd'hui d'accompagner les équipes de soignants
Et j'ai commencé en fait par ma propre équipe parce qu'on était tellement souffrants et démunis puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'entamer quoi que ce soit que à la base je me suis dit ça a tellement changé ma manière d'être qu'on pourrait peut-être le faire collectivement. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est menée maintenant de manière hebdomadaire. Et on a fait des journées très régulièrement où je vais dans des institutions de soins apporter une technique psychocorporelle et méditative. Et je suis émerveillée vraiment de voir ce que ça peut apporter et changer dans la relation thérapeutique et dans la diminution de la souffrance du soignant. Oui. Merci Pascaline. Marie-Aude, tu veux ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup, parce qu'on a abordé énormément de choses et je me permettais un tout petit complément et également des résonances avec le chat. On a parlé tout à l'heure de créer un espace et je me permettais d'ajouter que je trouve que la pratique dans les aspects formels de la méditation crée une forme de disponibilité et d'immédiateté de contact avec soi, mais aussi au niveau corporel et affectif, chose qu'on l'a bien dit, on n'est pas du tout formé à ça pendant les études et ça permet, je trouve, lors de la rencontre avec les patients, d'être aussi connecté à ça de façon immédiate et ça vient s'ajouter à la réflexivité et ça crée une forme de qualité de disponibilité pour ce que le patient va amener, mais aussi, je trouve, dans la pratique de la transmission, parce qu'on a longtemps eu un modèle de transmission de maître à élève qui est assez unilatéral, où en fait, on injecte à l'étudiant un savoir qu'il doit prendre et régurgiter, alors que là, la pratique de la méditation crée aussi une disponibilité, je trouve, pour la subjectivité de l'étudiant, c'est-à-dire que finalement, quand on est ensemble l'un à côté de l'autre face à un patient, c'est commencer par le questionner, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as perçu, et donc partir de là où il en est pour essayer de l'amener à cheminer plutôt que d'être sur un mode un petit peu standardisé dans les objectifs. Et une des questions qui a été abordée dans le chat, c'est pourquoi est-ce qu'on parle tant des étudiants et pas des professionnels de santé. J'ai le sentiment qu'il y a, une fois qu'on est professionnel, on a un peu plus un socle, une solidité, et que c'est plus compliqué de pousser les professionnels établis, installés. On peut proposer, engager, mais il y a quelque chose d'une initiative un peu plus individuelle. Et je trouve que d'investir la formation, c'est un temps qui est a priori par essence réflexif. On va se questionner sur quel professionnel de santé on va être, on va découvrir énormément de choses. Donc, c'est une occasion qui est assez chouette où justement, on se dit que c'est peut-être le moment où les choses peuvent bouger. Et puis après, sur le plan cérébral, enfin pour la plupart des étudiants qui font leurs études assez jeunes, c'est quand même un moment où on est encore en construction dans sa vie personnelle. Donc, il est quand même assez favorable. C'est le moment où justement on peut, je pense, instiller ça. Et après, il y avait un autre aspect qui était questionné, c'était comment en pratique on peut avoir de la méditation dans le soin. On a parlé de la pratique formelle qui est de méditer dans des temps dédiés en dehors du soin. Je trouve que par moment, où on peut être pris par une espèce d'urgence dans notre pratique quotidienne parce qu'il y a plein de problèmes, plein de patients, plein de demandes, plein d'écoutes à avoir, parfois de dire stop et de prendre 5 minutes pour soi, de se remettre au contact de soi, de réidentifier où on en est. Juste sur 5 minutes, ça permet de se ressourcer et de repartir et d'être dans une autre disposition. Merci. Florence, tu as levé la main, tu voulais ajouter quelque chose ou c'est... Oui, je trouve que la question, ce qui est intéressant dans cette problématique du care et du cure, c'est aussi ce qu'on entend par guérison. C'est-à-dire que si dans le cure, on va peut-être guérir la raison pour laquelle la personne est venue pour la maladie, dans le care, il y a la guérison de tout le reste de l'être.
Il y a la guérison de quelque chose qui est plus que le corps, c'est du reste de la vie en fait. Et je trouve que dans cet espace de méditation, on va chercher ça en fait aussi. On va chercher ça et c'est aussi ce qu'on peut apporter à son patient. Prendre soin de ce qu'il vit, prendre soin de ce qui va bien chez lui, prendre soin de ce qui est autre que sa maladie. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie intégrante et même encore plus de la guérison, peut-être pas d'une guérison juste physique, mais d'une guérison psychique, mentale, spirituelle même. Voilà. Oui, tout à fait, ça résonne pas mal. J'avais envie, avec le temps qui reste un petit peu Mario, tu en as parlé dans le documentaire à un moment donné, un petit peu de la limite du care, ou en tout cas quand on commence à toucher cet espace un petit peu voilà, d'ouverture, de flexibilité, de sortir du cadre, d'écouter un peu plus ses besoins, voilà, en partie pour les étudiants en général, eh bien, on est aussi, en fait, il y a quelque chose qui est en résistance un petit peu. Et donc, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il peut y avoir une perte de repères, en fait, qui émerge entre le cure pour lequel voilà, il y a eu cet enseignement et le care qui arrive. Parfois, qui n'est pas uniquement un soutien, mais qui peut être aussi une perte de repère. Jordan? Oui, je crois que tu aimes là. Oui, Jordan. Ouais. C'est un peu coupé, donc je n'ai pas tout entendu. Ah, on m'entend plus, c'est à couper. C'était peut-être ma connexion qui était... Jordan, tu peux parler. Qui était instable, donc non, je questionnais un peu cette limite. Oui. Ah ben, je ne t'entends plus de nouveau. Oui, exactement. Donc, je pense qu'en effet, Mario en a parlé de l'équilibre à trouver. D'emblée, d'ailleurs, je crois qu'elle a dit que la complémentarité du cure et du care. Moi, je pense qu'en psychiatrie, on est beaucoup là-dedans et qu'on est très sensibilisé dans nos études de psychiatrie. Et j'ai le souvenir, et je pense que vous allez voir le lien, j'ai le souvenir de vieux psychiatres qui m'expliquaient que de leur temps, on leur disait qu'il fallait apprendre la Bible. Alors, c'était le Henriet, c'est un bouquin de 1000 pages qui résume toute la psychiatrie. Et on leur disait il faut l'apprendre entièrement pour pouvoir le désapprendre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, quand même, le chemin qu'il faut faire avec le cure. Donc, on est obligé d'apprendre tout le cure. Et que la limite du care, pour moi, ce serait si on se focalise trop sur le care et qu'on court-circuite le cure, alors on ne peut pas faire dialoguer. Et alors, sans doute qu'on perdrait même l'essence même de ce que peut apporter le care au reste du soin. Donc, on doit réinvestir et on doit faire en sorte qu'il y ait une complémentarité, qu'il y ait un équilibre entre care et cure, mais il ne faut surtout pas faire l'économie du cure. Et alors, en effet, il y a la question de la guérison derrière, et qu'est-ce qu'on entend par guérir, et c'est quoi la guérison au sens du patient, la guérison pour nous, etc. Mais moi, je pense vraiment que la limite, elle est là. Elle est dans ce risque de court-circuitage et de ne pas faire ce chemin de construction des constructions ou d'apprentissage des apprentissages. Merci, Jean-Loup. Tu veux ajouter? Oui, je voulais rebondir. Pardon. Ouais, je voulais rebondir sur ce sujet-là parce qu'effectivement, encore une fois, je parlais de ce que je connais, la chirurgie. Quand on prend une décision, il faut la prendre. Et si on est trop à l'écoute ou si on se laisse submerger par les doutes, on ne prend pas la décision. Donc l'équilibre. Et moi, je dirais que la méditation m'a permis d'arriver à justement pouvoir mettre de côté mes doutes et oser prendre des décisions. À la fois savoir écouter mes émotions, mais à la fois aussi savoir de temps en temps poser une décision. Et donc, pour moi, la méditation, elle est
elle est bénéfique dans les deux sens. Quant à la guérison, c'est encore autre chose. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais là pour accompagner les gens et pas forcément toujours pour les guérir, parce que sinon, ça veut dire que la mort, c'est un échec. Et je ne crois pas que ce soit un échec dans l'activité d'un soignant. Merci. Est-ce que là, vous nous entendez mieux? Ok. Alors, vas-y, Chloé. Non, mais je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, merci beaucoup. Ouais, de déposer ces sujets qu'on n'a peut-être pas pris le temps, osé mettre dans les documentaires. Mais merci de les déposer, oui. Alors, je pense qu'on a répondu à une partie des questions, une bonne partie, grâce à l'œil attentif notamment de Marie-Aude. Merci. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Je ne sais pas, peut-être Sarah qui levait la main. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis médecin dermatologue et j'enseigne aussi la méditation aux médecins depuis le début du confinement. Bon, je trouve super tout ce que vous dites. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ce qui est intéressant, là, j'ai noté un nouveau mot, j'aime bien le conflit, de loyauté dont a parlé Marie-Aude. Et c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai souvent été finalement là-dedans, surtout depuis que je me suis mise en avant par rapport au fait de faire de la méditation et d'en parler et de l'intégrer dans ma pratique. Et c'est très important ce que vous avez dit aussi sur le fait de l'apprentissage, parce qu'en fait, oui, on a appris le cure, enfin surtout dans ma génération, vous, visiblement, vous avez aussi appris autre chose, mais nous, c'était interdit même d'être autrement, enfin en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et ce conflit de loyauté, moi, je l'ai toujours eu à l'intérieur de moi. Après, quand on est au cabinet avec ses patients, on est comme on est. Mais pour communiquer avec d'autres, et notamment les hospitaliers, même aujourd'hui, c'est pas évident. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas trop prendre la parole. Merci beaucoup, Sarah. Ça me fait, en écho, me vient un passage du livre de Pascal sur la colère. Je ne sais pas si sur le fait que, je vais le dire bien moins bien que dans le livre, mais sur le fait que la colère, finalement, contre soi, on se fait du mal, contre l'autre, on le fait du mal à l'autre, et qu'il y a une troisième voie qui est celle de la créativité et de l'imagination. Pascal, je ne sais pas si vous voulez en dire un peu plus. Oui, ben c'est effectivement trouver cette troisième voie où l'énergie de la colère qui est somme toute l'énergie de vie. Et on met toujours une connotation très morale sur la colère comme quelque chose de négatif, mais les émotions n'ont pas de connotation morale. Une émotion, c'est une information. Et la colère, elle est là parce qu'on a un besoin profond qui n'est pas rempli. Et moi, en tout cas, la pratique de la méditation, la pratique des exercices corporels tels qu'on les a pratiqués à l'école, ont vraiment ouvert ce déverrouillage de... Il y a l'espace du cœur qui s'ouvre pour pouvoir s'exprimer sans plus agresser l'autre. Et il y a cette gorge qui se déverrouille pour pouvoir dire qui on est.
Et oui, je crois que c'est vraiment très important pour aider aussi les soignants à pouvoir se sentir légitimes. Et par rapport, je voulais refaire une petite parenthèse par rapport aux étudiants, oui, je pense vraiment que la voie d'avenir, elle est là, elle est dans la réunification entre le cœur et la raison, et que ce serait tellement beau qu'on puisse proposer des études où on va pouvoir intégrer les deux pour ne plus avoir ce conflit de loyauté. Et je pense qu'on ferait des soignants qui se sentent tellement plus légitimes. Voilà. Et donc oui, ouais, en tout cas, j'ai dû aller travailler ma colère qui me faisait terriblement souffrir pendant longtemps. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Marie-Aude, Jean-Loup, Jordan ou Florence, vous avez des partages sur ce conflit de loyauté, peut-être des petites pistes à évoquer. Moi, j'ai le sentiment, parce que finalement, il y a plein de rencontres qu'on fait tout au long de nos études et tout au long du parcours. Je crois que c'est important de jamais rester seul avec ça. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. C'est qu'à partir du moment où il y a quelques personnes avec lesquelles je pouvais partager ça et je ne me sentais pas complètement extraterrestre et que je pouvais aspirer à vivre d'autres choses pendant mes études et encore plus par la suite, quelques personnes et puis après une forme de communauté petit à petit qui s'est créée et qui est une sorte de cercle vertueux. C'est quelque chose qui m'aide et qui me soutient énormément. Et j'ai l'impression qu'après, finalement, au contact, je reviendrai sur les étudiants, mais les collègues, c'est pareil, au contact des externes, des internes, de tous les étudiants que je croise, il y a quelque chose après qui rayonne de par cet ancrage dans la communauté. Donc, peut-être que si je peux me permettre un tout petit conseil, je crois que si on commence à se poser ces questions-là ou ressentir ça, de pouvoir se rapprocher, de créer des liens actifs avec des personnes qui éprouvent, qui se questionnent sur le même mode, ça me semble vraiment un élément essentiel. Merci Marie-Aude. Jean-Loup? Oui, bien pour répondre à cette question, qui est effectivement pas une réponse facile, enfin en tout cas qui m'a fallu du temps pour faire mon coming out en tant que chirurgien dans un établissement privé chirurgical. Mais comme le disait Mario, j'ai proposé des cycles MBSR dans cet établissement. Il y a un médecin, des infirmières, des salariés qui ont participé à ce cycle, qui se sont ouverts à ça. Et puis, il y a d'autres médecins dans la ville aussi. Et donc, effectivement, il y a un moment où les choses finissent par s'étendre. Et ça, c'est magnifique d'arriver à vivre ça. Ce n'est pas avec tout le monde. Hein. Merci Jean-Loup. Jordan? Oui, juste pour faire aussi un lien avec la digression initiale sur l'institutionnel. On avait fait une étude qualitative sur le vécu des infirmières en oncologie et on avait retrouvé 2 dimensions de solitude différentes, ce qu'on avait traduit par being alone or feeling lonely. Et j'ai l'impression qu'en effet, on pourrait se dire qu'il y a le être seul à cause des problèmes institutionnels et puis il y a se sentir seul. Et se sentir seul, comme le disait très bien Marie-Aude, celui-là, on peut le gérer quand même par aller vers l'autre, ne pas se laisser submerger par ce sentiment de solitude et trouver une communauté et trouver un accompagnement. Le être seul institutionnel, celui-là, je suis content que ça ne soit pas le cadre de la conversation de ce soir. Merci. Je ne sais pas si... Ouais, merci. Merci. En même temps, voilà, il y a aussi beaucoup de politique masquée dans tous ces documentaires, ou pas vraiment masquée, mais en tout cas qui sont des petits messages
indirect important. Oui, il y a un petit teasing pour l'épisode 5 Voilà. où il sera quand même question d'institution. Voilà, on fera le lien au prendre soin de soi et prendre soin du monde avec l'analogie avec l'écologie dans l'épisode 5. Et puis, en effet, on a des partages autour de l'institution avec la directrice du centre Jean Perrin qui est une des voix du MOOC et Véronique Roux qui est DRH et qui partagera aussi sur ce sujet. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre participation. Ou alors qui commence à tourner un peu. On imagine que peut-être le besoin de repos se fait sentir. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis et merci à tous nos invités d'avoir participé. C'est vraiment très enrichissant. Et on espère que voilà, vous êtes un peu, comment dire, effectivement que ce sentiment de solitude, peut-être avec cette petite goutte d'eau du MOOC, peut être un peu moindre. Et on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine, où on parlera de l'épisode 5 et peut-être aussi un peu de ce chemin pédagogique du MOOC que vous retrouvez sur Fun. Merci beaucoup et à très bientôt. Jenny, tu peux arrêter l'enregistrement peut-être. J'arrête tout de suite. Alors.